Alors, moi je suis là pour vous parler du mobile learning, effectivement. Permet-il de développer de nouvelles stratégies pédagogiques? C'est ce qu'on va essayer de voir dans ces 40-45 minutes. Je vais commencer par une rapide présentation. Moi je suis consultante e-learning depuis, on va dire, une quinzaine d'années. Donc j'en ai vu des projets e-learning depuis le départ. J'accompagne, alors je suis consultante en France et à l'international. En France, j'accompagne des grandes entreprises essentiellement, mais de plus en plus de PME et c'est notable, de plus en plus aussi d'organismes de formation. Je les accompagne à la mise en place de stratégies e-learning. Alors ça peut être beaucoup de choses, ça peut être les aider à rédiger un cahier des charges sur un projet e-learning, ça peut être de l'accompagnement, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, ça peut être de la direction de projet, formation de formateurs, ingénierie pédagogique, etc. Je suis beaucoup moins solution que pédago en fait. À l'international, j'ai eu l'occasion de réaliser plusieurs missions, notamment en Amérique du Sud et en Afrique, sur des projets cette fois plutôt éducation, alors éducation initiale, éducation supérieure, pour des ministères, des universités. Le e-learning étant largement répandu partout. Et dans des coins qu'on ne soupçonne même pas, puisqu'on vous l'a dit en introduction, l'accès au téléphone mobile notamment est beaucoup plus répandu que l'accès au PC, et ça veut dire que le m-learning, le mobile learning par exemple, moi j'ai eu l'occasion de voir des projets qui se déployaient exclusivement sur téléphone il y a 4-5 ans au Cameroun par exemple, parce que les gens n'avaient pas accès au PC, par contre ils avaient tous un téléphone mobile. Et c'est dans les usages qu'ils innovaient. Et c'est là, ça va être la conclusion, mais je vous le dis en introduction, les technologies elles sont là, mais c'est dans les usages qu'il faut être innovant. J'ai publié par ailleurs 2 livres sur le e-learning, publiés aux éditions ENI. Un sur la gestion de projet e-learning et un sur l'utilisation des outils du Web 2.0 dans des dispositifs de formation à distance. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Mobile learning, alors vous avez eu la définition tout à l'heure, mais disons que ça se replace, moi je replace le mobile learning dans quelque chose de beaucoup plus général qu'on peut appeler le mobile computing. Aujourd'hui, tout le monde est nomade, enfin, il y a de plus en plus de nomades professionnels, en plus des nomades privés. Donc toutes les solutions vont devoir être déployées sur des supports mobiles, téléphone et tablettes notamment. C'est également vrai pour la formation. Voilà ce qu'on peut dire sur la définition du e-learning. Donc l'idée c'est qu'on va de plus en plus intégrer des petits bouts, des petits grains pédagogiques ou des applis complètes, mais on vous en dira plus tout à l'heure, je pense, avec Jérôme Bruet. On va déployer des petits grains pédagogiques dans des dispositifs de formation à distance, et ces grains pédagogiques seront accessibles via des supports mobiles. Et c'est intéressant pour plein de raisons que je vais essayer de vous expliquer. Alors, il y a 2 questions plus précises sur cette conférence. Quand, comment et pourquoi utiliser le mobile learning? Et au final, est-ce que le mobile learning est motivant pour les apprenants, ou est-ce que c'est juste un effet de mode, quelque chose qui va passer et puis après on revient à l'essentiel? Alors pour comprendre en fait l'arrivée du mobile learning et qu'est-ce que ça apporte, même si le e-learning a un très court historique, hein, on est à moins de 20 ans sur l'historique du e-learning, mais il est notable de constater qu'on part de dispositifs il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années qui étaient exclusivement centrés sur l'enseignant, avec des plateformes, des anciennes plateformes Moodle, etc. Les profs où les enseignants mettaient leur support, il n'y avait aucune interactivité, il n'y avait rien qui se passait, l'apprenant était passif devant la plateforme et on lui diffusait le savoir. En fait, c'était une transposition pure et simple de l'enseignement en face à face, c'est-à-dire l'enseignant est là pour diffuser le savoir. Aujourd'hui, c'est plus du tout vrai, et c'est pour ça que les outils du Web 2.0 et les supports nomades sont intéressants. Après, tout ça, ça a évolué. On a vu apparaître des LMS, alors Learning Management System, pour ceux qui l'apprendraient, des plateformes plutôt boîte à outils, c'est-à-dire le prof avait ou le formateur avait à sa disposition un certain nombre d'outils, outils de communication, outils d'échange, outils de partage, qui étaient disponibles sur la plateforme et qu'il utilisait pour ses apprenants. Aujourd'hui, on en est où? On en est à des dispositifs qui sont complètement horizontalisés. Mais ça va de pair avec l'évolution du travail, avec l'évolution
du mode d'apprentissage avec une évolution profonde de la société, on va dire. On est dans des dispositifs horizontaux, et même dans les formations face à face d'ailleurs. Hein. Moi, je sais que j'ai des étudiants, on n'est plus, enfin c'est caricatural, mais on n'est plus sur une estrade en train de diffuser quelque chose, mais on est au milieu des apprenants et on est dans une horizontalité qui est reprise par les outils qui sont à notre disposition, notamment par les plateformes qui vont faire la part belle, on va dire, à des outils de formation informels. Donc des outils très transversaux, des outils très collaboratifs, l'accès au réseau social, l'accès au wiki par exemple, qui va permettre aux apprenants de participer à l'enrichissement du contenu. D'accord ? Le contenu n'est plus quelque chose de figé, c'est quelque chose que les gens vont enrichir et qui va participer à faire qu'un cours sera beaucoup plus riche que si c'est un prof qui diffuse simplement son savoir. Donc on en est là aujourd'hui. Et l'apparition des supports mobiles, enfin l'apparition des supports mobiles dédiés à de la formation ne fait qu'accentuer cet aspect, et c'est tant mieux. Vous savez, alors vous savez que 95%, enfin ce sont des études canadiennes qui disent ça, hein, mais vous savez que 95% de ce qu'on sait, on l'a appris hors situation formelle de formation, d'accord ? C'est-à-dire en dehors d'une salle comme ça où on est en formation. Et les outils dont on dispose aujourd'hui ou les applications qu'on développe participent à cette expansion de la formation informelle. Mais tout ça va de pair avec une évolution vous voyez pas en fait, vous voyez l'écran ? Non, rien du tout. Hein. C'est dommage, mais bon. Vous verrez en vidéo. Vous verrez en vidéo. Oui, vous l'avez sur le support. Alors sur le support, c'est petit. Alors je vais vous les faire oralement. Il y a des changements profonds dans la société aujourd'hui, dans le monde du travail, dans le fonctionnement des entreprises, dans la valeur qu'on met sur l'information et sur la diffusion et la circulation de cette information. Alors ces changements, ils tiennent aux nouvelles formes, ou ils se manifestent plus exactement par de nouvelles formes de travail. On le disait en intro, les gens sont de plus en plus nomades professionnellement et géographiquement d'ailleurs. Donc on voit une augmentation du travail à distance. On travaille dans des endroits où on ne travaillait pas avant. On travaille chez soi, on travaille dans les transports, on travaille partout. Donc nouvelle forme de travail. Alors ça pose une question ou un problème, hein, selon où on se place. C'est de fixer la limite en fait. Quel est le temps qu'on va dédier au travail et par là, quel est le temps qu'on va dédier à la formation et quel est le temps qu'on va dédier à la famille, au loisir, etc. Les frontières s'effacent en réalité. Et l'utilisation des supports mobiles et les nouveaux usages font qu'il n'y a quasiment plus de frontières. Donc ça, c'est pas un effet de mode, c'est un changement profond qui va entraîner des accès différents au savoir et à la formation notamment. La valeur de l'information. Alors la valeur de l'information, aujourd'hui on est dans un monde où tout va très vite et où on va dire le fait d'avoir une information plus rapidement que son voisin vous amène une vraie valeur ajoutée. Donc ça participe également au fait que on doit avoir accès à la formation n'importe où, tout le temps, très rapidement, par des petits bouts et sur n'importe quel type de support. Les gens, ils se posent une question et ils veulent la réponse immédiatement. Donc ça peut être par de la formation informelle, ça peut être par de la formation formelle. Alors formation informelle, on l'a vu, mais on le reverra. Il y a une convergence aujourd'hui entre formation et gestion des compétences. Par exemple, les plateformes proposent quasi systématiquement, ou pour la plupart d'entre elles, une gestion, une évaluation de compétences avant de vous orienter vers des parcours de formation personnalisés et puis aussi souples que possible avec la formation à distance. Les technologies sont disponibles, les technologies n'ont jamais été un souci, à vrai dire. C'est bien qu'elles soient là, mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est ce qu'on en fait, c'est ce qu'on va voir tout au long de ma présentation. Les technologies sont là, ce sont les usages qui sont à inventer. Et l'innovation, elle reste et elle restera pédagogique. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a un nouvel outil, une nouvelle appli, etc., que ça va bouleverser les dispositifs de formation et la stratégie de formation. Il faut vraiment réfléchir sur ce qu'on veut en faire et ce qu'on peut en faire.
Et pour moi, on est vraiment au début, aujourd'hui encore, même 20 ans après le début de la formation à distance, on est vraiment au début de quelque chose, au début de quelque chose qui reste pour l'essentiel à inventer. Et à inventer par qui? Par les pédagogues, par les formateurs, par les profs, etc. Bon, avènement des réseaux, c'est sans commentaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les réseaux sont accessibles n'importe où, n'importe quand, et à partir de à peu près n'importe quel support. Alors le mobile learning est-il un effet de mode? Moi je dirais non, c'est simplement un support ou une possibilité qui vient s'ajouter aux possibilités existantes. Alors mobile, on entend évidemment tablette et téléphone intelligent. On va avoir la possibilité de travailler en mode déconnecté ou en mode connecté d'ailleurs. Hein. On va être sur du collaboratif, sur des échanges, sur l'accès au réseau. On va multiplier les petits formats, les formats très courts, des courtes vidéos, des jeux très courts, des quiz très courts, etc. Parce que les gens, enfin, vous le voyez, c'est beaucoup moins confortable de regarder un écran de smartphone, fut-il grand, que de regarder un PC ou un Mac. Donc on multiplie les supports et on multiplie les formats pédagogiques. Ça fait au final qu'on enrichit les dispositifs de formation, les dispositifs mixtes de formation, avec ce nouveau support qu'on va utiliser. Alors, il y a évidemment des avantages et des inconvénients. Alors, là, j'en ai mis quelques-uns. Hein, je pense qu'il y en a plus de chaque côté. L'avantage, c'est la flexibilité et l'accessibilité. On accède au réseau à partir de son téléphone, vraiment n'importe où et n'importe quand. Flexibilité, on a 5 minutes, 10 minutes dans une salle d'attente, dans un train, un avion, peut-être pas une voiture, mais bon. Quelque part, on peut accéder à un petit grain pédagogique et comme ça poursuivre sa formation. Techniquement, hein, j'entends bien, techniquement on le peut. Alors l'avantage, c'est que ça va favoriser l'apprentissage informel, ça va favoriser la collaboration entre apprenants. Et tout ce qu'on fait sur le téléphone, ça peut avoir un aspect un peu plus ludique que ce qu'on fait installé derrière son PC et son bureau. Par contre, il y a quelques inconvénients, et notamment des freins à l'usage professionnel. Alors là, je crois qu'il faut... avant de mettre en place une stratégie mobile learning, il faut bien réfléchir, parce que ça peut être perçu, moi j'ai vu des projets où c'était perçu comme ça, comme si on vous met à disposition, si on met à la disposition des apprenants des ressources pédagogiques disponibles sur smartphone, ils peuvent se dire oui mais bon là l'entreprise elle abuse un peu, je ne vais pas me former quand je suis en vacances, quand je suis en week-end, le soir, etc. Vous voyez? Donc il y a cet aspect-là qu'il faut souvent gérer dans la stratégie de formation. La solution, ça consiste souvent à dire que les ressources qui sont disponibles, qui sont offertes sur smartphone, sont disponibles, sont à la disposition des gens, ils les utilisent ou ils ne les utilisent pas, ils en font ce qu'ils veulent, c'est pas obligatoire. Mais il ne faut pas qu'il y ait l'idée de contrainte ou de formation vraiment formelle derrière ces possibilités. Je pense que c'est important. Ensuite, évidemment, le cadre dans lequel on va utiliser un smartphone, même si c'est pour faire de la formation, est finalement peu adapté à l'apprentissage, parce qu'on va le faire dans des endroits où on a du mal à se concentrer, si c'est une salle d'attente, si c'est un train, un avion, etc. C'est pas un cadre idéal pour se former. Donc on va forcément, sur le mobile, limiter les temps d'apprentissage et limiter ce qu'on demande à l'apprenant en termes de réflexion, en termes de concentration. Je pense que on s'oriente de plus en plus vers des grains pédagogiques très courts. Et alors j'ai mis un petit bullet point sur le flash, mais je suppose qu'on va en reparler après. Le flash sur les smartphones, c'est quand même pas tout à fait ça, sur certains smartphones. Mais bon, je laisse Jérôme parler de tout ça. Donc ça peut être un peu bloquant, ou il peut y avoir un double développement, enfin bon bref. Flash et Apple, ça marche pas. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre comme contenu sur le mobile? J'aurais tendance à dire qu'on peut mettre tous les types de contenus, même
si certains contenus sont un peu plus compliqués à appréhender sur téléphone. Par exemple, c'est pas évident de suivre un module e-learning classique sur un écran de téléphone, quoi. Et puis de lire un grand bloc de texte sur téléphone, c'est pareil, c'est pas confortable. Donc du coup, il y a moins de... La lisibilité est réduite et l'accès à l'information ou au contenu est relativement difficile. Par contre, on peut envisager de faire des petits quiz, des petits jeux, des petits bouts de vidéos. Vidéos, ça peut être discours d'experts, ça peut être des vidéos témoignages, ça peut être des petits bouts comme ça qui sont facilement écoutables ou regardables hors contexte de formation et qui ajoutent quelque chose au parcours de formation. Des vidéos ou des podcasts aussi, des choses à écouter une fois qu'on est hors entreprise ou qu'on est chez soi ou qu'on est ailleurs. Alors HTML5, j'en parle pas, c'est pareil, on va en parler après. Hein. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a aujourd'hui de plus en plus une convergence entre la formation, entre le gaming, entre le jeu. Hein. Alors je ne vais pas vous parler forcément de serious game, mais disons que c'est assez facile et assez sympa de faire un petit jeu sur son téléphone, ce petit jeu ayant quelque chose de pédagogique et s'insérant là encore dans un parcours beaucoup plus complet de formation. En fait, l'idée, je pense, ça va être d'alterner les modalités de façon à ce que l'apprenant ne s'ennuie pas et qu'il accède à différents types de contenus en fonction de ce qu'on a à lui proposer. Disons que les fondamentaux de la pédagogie restent les mêmes, qu'on soit sur un support mobile ou qu'on soit sur un support fixe. L'idée et l'idéal, c'est de placer l'apprenant au centre du dispositif. Alors ça veut tout dire et rien dire, mais ça veut dire essentiellement qu'on va proposer à l'apprenant quelque chose de personnalisé, de souple, dans lequel il va pouvoir se retrouver, il va pouvoir être libre d'apprendre plus ou moins vite, par exemple, plus ou moins longtemps, etc. C'est vraiment l'offre qui est construite autour, l'offre en termes d'outils, d'usage, de contenu, qui est construite autour des besoins de l'apprenant. Ensuite, un des fondamentaux, c'est de rendre l'apprenant actif. Vous savez aussi bien que moi, quand on est passif devant un écran, mais ça c'est vrai devant un écran de PC pareil, ça va être vrai devant tous les types d'écrans. Quand l'apprenant est passif, c'est beaucoup moins efficace pédagogiquement. Il faut toujours qu'il soit actif et acteur de son parcours de formation. Il faut capter son attention. Alors capter l'attention de l'apprenant, c'est éviter qu'il s'ennuie évidemment, donc lui proposer des choses qui vont le surprendre, l'étonner et l'entraîner dans une envie de se former et d'aller plus loin. Alors tout ça, c'est pas forcément les technos qui donnent ça. Ça va être la façon dont vous allez scénariser les jeux, scénariser les modules, les choses comme ça. Ça, c'est que du pédago. La technologie, elle est là pour servir l'objectif pédagogique global, quoi. Il faut multiplier les opportunités d'apprentissage et ça c'est génial puisque les réseaux et puis les supports, les outils qui sont à notre disposition vont vous permettre d'alterner tout ce qui est visuel, auditif, formation découverte, formation action, etc. Tous ces outils-là, toutes ces possibilités-là sont beaucoup plus accessibles avec des dispositifs de blended learning et sur le mobile. Alors le mobile, c'est restreint par la taille de l'écran et puis par la maniabilité du clavier ou l'ergonomie des applications, mais toute la richesse de ce qu'on va proposer en termes pédagogiques, ça va être vraiment dans la scénarisation des choses qu'on va pouvoir le faire, quoi. Après, il faut que les outils répondent, effectivement, il faut que les applications soient capables de répondre aux usages qu'on veut créer, aux usages pédagogiques qu'on veut créer, mais le frein, il est bien souvent dans le manque de richesse de ce qu'on veut proposer pédagogiquement. Voilà. Alors, granulariser et puis varier les plaisirs. Granulariser, je vous ai dit tout à l'heure, on est de plus en plus, je pense que c'est ça aussi, c'est une évolution profonde. On est de plus en plus sur des temps très courts, sur des grains très courts, sur des formats de quelques minutes ou même quelques secondes, pour de la vidéo par exemple, pour éviter de saturer l'apprenant. On est dans un monde par ailleurs où on reçoit des images, des vidéos, où on reçoit du contenu toute la journée.
Donc il faut vraiment que le contenu qu'on propose dans un parcours de formation apporte quelque chose à ce parcours. C'est pas apporter une vidéo pour apporter une vidéo. Il faut savoir qu'est-ce qu'on va faire avec cette vidéo, qu'est-ce qu'on recherche. Et l'apprenant doit lui aussi savoir ce qu'on attend de lui en lui proposant cette vidéo ou ce podcast, par exemple. D'accord ? Ça ne sert à rien de multiplier les apports médiatisés sans derrière un réel objectif pédagogique, sans derrière un réel cheminement ou progression pédagogique. Donc efficacité pédagogique, penser à l'apprenant, mais ça je le disais même quand on ne parlait pas de mobile learning. Ensuite j'ai trouvé, c'est pas moi qui ai fait ce schéma, hein, alors, je mettrai la source plutôt. Les 12 principes du mobile learning, mais vous allez voir, je ne sais pas si vous voyez ce qui est écrit, c'est peut-être petit sur le schéma, mais on retrouve là-dedans les fondamentaux de l'apprentissage à distance, même s'il y a des choses qu'on ajoute. Bon, l'accessibilité, notamment l'accessibilité, on en a parlé, le téléphone on l'a tout le temps, on l'a partout, on accède de n'importe où à Internet avec un téléphone, donc c'est intéressant de l'utiliser dans ce sens-là pour proposer des choses pédagogiques. Alors Matrix, mais ça c'est vrai pour le téléphone et pour les autres supports. On peut mesurer, faire des quiz, tester les prérequis, tester en cours de parcours, tester à la fin, envoyer des petits quiz comme ça, où les gens répondent très facilement et très rapidement, et du coup ils le font. Disons qu'ils vont peut-être plus facilement, les apprenants, répondre à une enquête ou répondre à un quiz s'il est sur le téléphone parce qu'ils peuvent le faire de n'importe où, plutôt que s'ils doivent le faire connectés à la plateforme dans leur bureau, etc. ou dans un centre de ressources. Enfin, ça, c'est à voir. Après, c'est vraiment, il faut alterner toutes ces choses-là. Le cloud, aujourd'hui, on est dans un univers où tout est accessible en mode SaaS. Donc le téléphone il fait pareil, il accède aux applications en mode SaaS, peut-être ça on va en reparler aussi après. Alors l'aspect jeu, l'aspect asynchrone, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. L'intérêt de ce schéma, c'est qu'il regroupe, si vous voulez, les éléments constituant normalement d'un bon parcours mobile learning. Favoriser le jeu sur le téléphone, c'est intéressant puisqu'on est dans un univers qui n'est pas l'univers de l'entreprise, hein, même si ça peut être un univers professionnel. On est souvent en mode asynchrone sur le téléphone, mais pas forcément. On peut facilement accéder à un contenu actualisé et puis un contenu qu'on enrichit au fur et à mesure. Le fait que les gens aient tout le temps accès à leur formation, ça veut dire aussi qu'il faut que les parcours et que les contenus évoluent éventuellement, qu'on leur propose toujours des nouvelles choses ou des choses en plus. Donc ça demande de la part du service formation ou de la direction du projet une fréquence d'alimentation de ces contenus assez conséquente. Si l'apprenant, il a accès à sa formation sur le téléphone, mais s'il n'y a rien qui est ajouté pendant 3 mois, par exemple, il va se désintéresser, mais c'est vrai aussi sur un support fixe, il va se désintéresser du parcours de formation. Et les technologies qui sont à notre disposition, ou les applis qui sont à notre disposition aujourd'hui, à la disposition des pédagogues, permettent d'ajouter facilement des contenus, des petits bouts, des petits grains, pour actualiser le contenu, pour donner une info qu'il n'y avait pas dans le contenu de départ, pour les solliciter, pour déclencher un événement, un chat, quelque chose comme ça. On peut le faire facilement avec les technologies qui sont à notre disposition et ça c'est intéressant. Alors blending, après ce sont authentiques, toujours connectés. Vous voulez que je les lise ou Alors curation, c'est le fait de pouvoir suivre en fait tout au long. C'est comme ça qu'il l'explique. Hein. Mais ça, je pourrais vous donner la source et puis ouais. C'est le fait de pouvoir suivre les apprenants, on sait quand ils se connectent, qu'est-ce qu'ils font, etc. Mais ça c'est vrai aussi sur support fixe. À vrai dire, ce schéma ne fait qu'ajouter 2-3 choses, notamment l'accès, le cloud, et puis peut-être l'aspect jeu. 2 ou 3 principes, parce qu'il reste des principes valables sur le blended learning en général.
Alors technologie et usage, voilà, c'est ce que je vous ai dit au départ. On a aujourd'hui tout à notre disposition, enfin tout à notre disposition. Les réseaux fonctionnent, les tuyaux permettent de passer des vidéos, du son, etc. Les technologies sont là, les outils de production de contenu permettent de réaliser de belles choses. Donc les technologies, elles sont à notre disposition. Ce qu'il faut, c'est innover pédagogiquement. Et ça, c'est vraiment aux formateurs, enfin aux pédagogues à le faire. La technologie va être là pour servir on va dire, pour servir les créations pédagogiques, j'ai envie de le dire comme ça. Et ce qui est vrai, à mon avis, hein, pour un dispositif blended learning classique, c'est-à-dire que la valeur ajoutée vient de l'accompagnement que les gens ont sur le dispositif, reste vrai dans le cadre du mobile learning de la même façon. C'est-à-dire qu'on ne lâche pas les gens comme ça sur un écran, même s'il y a des périodes de regroupement présentiel ou virtuel, on ne les lâche pas devant un écran tout seul pendant X jours ou X mois. Il faut de temps en temps les rencontrer, les croiser, les accompagner. Le rôle du formateur change beaucoup avec les dispositifs de blended learning. En tant que formateur, on se retrouve au milieu des apprenants à échanger des savoirs ou des savoir-faire et à faire en sorte que les gens échangent entre eux. On n'est plus là pour diffuser un savoir qu'ils peuvent avoir partout ailleurs, quoi. Hein. Et donc ça, c'est véritablement le gros changement et ça se manifeste à travers toutes les technologies et les supports qui sont à notre disposition. Mais le contenu lui-même, le contenu brut, il est accessible n'importe où et c'est pas la peine d'avoir un formateur pour les répéter. Le formateur, il est vraiment là pour faire autre chose, pour apporter une valeur ajoutée au parcours de formation qu'on propose. Vous avez entendu la mise en ligne des cours gratuits depuis longtemps par les universités américaines, par exemple. Tout ça, ça va dans ce sens-là, c'est-à-dire que le contenu du cours, c'est pas ça la valeur ajoutée, c'est ce que fait le formateur et c'est la façon, ou l'enseignant, et c'est la façon dont il va accompagner les apprenants. Alors en conclusion, hein, et à l'horizon, on ne sait pas ce qu'il y a à l'horizon, tout ça bouge tellement. Aujourd'hui, on parle de mobile learning, mais peut-être dans 6 mois, on va parler de téléconnectés, de lunettes, où il y aura de lunettes Google, hein, où il y aura des modules de formation accessibles. Disons le téléphone, pour moi, c'est important que la formation soit accessible via le smartphone, mais dans quelques mois, on parlera d'un autre objet connecté, ça pourra être la télé ou ça pourra être autre chose. L'idée, c'est que la formation aujourd'hui, elle est vraiment accessible à partir de n'importe où, et je dirais sur n'importe quel type de support. On doit pouvoir se former partout, tout le temps, quand on veut, quand on peut, et de la façon qu'on choisit. Je pense que c'est vraiment ça qui est à retenir. Donc le cadre de formation est beaucoup plus informel qu'il ne l'était avant, ou beaucoup plus large, on va dire, dans l'espace et dans le temps. Et du coup, ça permet de proposer des choses qui sont beaucoup plus riches en termes de modalités, beaucoup plus riches en termes de savoir-faire, hein, parce qu'on a d'énormes possibilités sur ces dispositifs-là, que ce soit par mobile, par tablette ou par PC. Alors l'évolution, hein, ça c'est un schéma qui montre l'évolution de l'ensemble de la formation, le fait qu'il y ait un accès permanent aux réseaux sociaux, le fait qu'on soit en mode horizontal, en mode collaboratif, le fait qu'on accède en mode désynchronisé à la formation, ça fait qu'on est vraiment dans des dispositifs où les pédagogues ont toute la liberté d'inventer et de créer des nouveaux contenus. Alors après, on ne peut pas, et puis c'est l'objet de la deuxième, de la suite, hein, le mobile learning est appelé à un fort développement, mais n'est pas exempt de contraintes et d'impératifs techniques. Hein, n'est-ce pas?